Nous allons voir les deux parties décisives des deux matchs qui opposent l'ancien champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, à l'ordinateur d'IBM, Deep Blue. Vous savez, dans les années 90, IBM a ce projet de développer un supercalculateur capable enfin de battre un champion du monde d'échecs. Et en 1996 a lieu ce premier match. Alors, Deep Blue, c'est un ordinateur de 700 kg, 2 mètres de haut. C'est quand même colossal, hein, capable de calculer à l'époque 200 millions de coups à la seconde. Alors le match débute mal d'ailleurs pour Garry Kasparov qui va perdre une première partie. C'est la première fois qu'en partie longue, un ordinateur est capable de battre un champion du monde d'échecs. Mais le match est constitué de plusieurs parties et Kasparov va ensuite gagner. Il va y avoir des matchs nuls et on va arriver à la 6e et dernière partie du match où Kasparov va gagner. On va voir cette partie, une partie modèle de stratégie humaine contre un ordinateur. Puis ensuite, nous irons voir le match revanche. Alors Kasparov a les blancs dans cette partie et va ouvrir avec cavalier F3, ce qu'on appelle le début réti. Alors c'est une ouverture assez rare. E4 et D4 sont les coups ouvertures habituelles. Mais pourquoi Kasparov il joue ce cavalier en F3 en premier coup? C'est déjà une stratégie anti-ordinateur. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'ordinateur, outre ses capacités de calcul, il a également une bibliothèque d'à peu près 700 000 coups au moment de cette partie, 700 000 coups d'ouverture, où il a des parties de référence. Alors Kasparov il joue cavalier F3 pour essayer de sortir l'ordinateur de ses parties de référence et que l'ordinateur puisse jouer peut-être la position un peu plus mal. Alors l'ordinateur va jouer T5, Kasparov joue D4 et l'ordinateur joue C6. Et là Kasparov joue C4. C'est déjà un premier moment critique parce que Kasparov il offre son pion. Mais pourquoi il offre son pion? Il veut détourner le pion D5 hors du centre pour pouvoir ensuite s'imposer au centre. Alors, les ordinateurs, à l'époque, sont plutôt matérialistes. Ils n'hésitent pas à prendre le matériel, même s'il y a des compositions positionnelles qu'ils ne comprennent pas très bien, d'ailleurs. Mais là, l'ordinateur ne prend pas le pion C4. Il comprend l'importance de garder son pion du centre et va plutôt jouer E6 pour consolider. Alors, bien sûr, E6, ça libère le fou de case noir, mais ça enferme le fou de case blanche. Mais en tout cas, on a cette pyramide structurelle très solide. Kasparov joue maintenant cavalier D2. Avec l'idée que si les noirs prennent en C4, le cavalier pourra reprendre, et on aura toujours un gain central pour les blancs, puisque le pion noir, le pion de pointe, ne sera plus là. Donc l'ordinateur, il n'avait pas pris en C4 avant, et il ne va pas le prendre maintenant. Il joue cavalier F6. E3 est joué, et l'ordinateur joue C5. Deep Blue joue C5. Et là, on a un quatuor de pions, c'est assez explosif, hein, les pions peuvent tous se prendre. Kasparov, il est calme, il défend, il joue B3. Cavalier C6, fou B2. L'ordinateur prend l'initiative du premier échange avec cette prise en D4 et Kasparov reprend du pion pour avoir ce centre de pion. L'ordinateur va jouer fou E7. Il aurait pu continuer à prendre, sur quoi Kasparov aurait repris du pion et cette structure de pion, dans cette position précise, serait plutôt à l'avantage des blancs parce que les pions C4 et D4 contrôle plus de cases dans le territoire noir, d'ailleurs, dans le territoire adverse, que les pions B7 et E6. Parce que la différence, c'est les pions C4 et D4 contre les pions B7 et E6. Et on voit que les pions C4 et D4 font plus œuvre de combat dans la position. C'est pourquoi Deep Blue ne prend pas en C4 et il se développe, il joue fou E7. Tour C1 de Kasparov. La colonne C, la colonne qui risque le plus de s'ouvrir. Donc la tour aura certainement du jeu sur cette colonne. Petit roc. Kasparov joue son fond D3. Et là, l'ordinateur joue fou D7. Bon. C'est pas très évolutif comme coup. Et c'est exactement le type de coup que Kasparov recherchait. C'est exactement le type de position que Kasparov recherchait. Vous savez quoi? L'ordinateur, il est déjà piégé positionnellement, stratégiquement dans la partie. Ce coup fou D7, bon, c'est un petit coup de développement, mais remarquez qu'en D7, le fou n'est pas beaucoup plus actif qu'en C8. Mais c'est parce que l'ordinateur ne sait plus quoi faire. Et comme disait Sun Tzu, ou Sun Tzu, eh bien celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Et les ordinateurs à l'époque sont très forts pour calculer les positions, notamment les positions tactiques dans les positions ouvertes, quand il va y avoir des combinaisons. Par contre, quand il n'y a pas grand-chose à faire, quand c'est stratégique, plutôt positionnel, eh bien, ils n'arrivent pas à réfléchir, ils n'arrivent pas à savoir comment évoluer dans la position. Et là, Kasparov, il va donner le moins de tactique possible, il va donner la position la moins explosive possible, et il veut avoir un traitement stratégique dans cette position. Et sa stratégie, c'est la suivante.
Kasparov, il a un bon contrôle de la case centrale E5, avec le pion, le cavalier, le fou d'embuscade, qui empêche les noirs d'évoluer par E5. Kasparov n'a pas peur que les noirs prennent en C4, puisqu'il reprendrait du pion B, et on a dit que cette structure de pion donnerait un avantage d'espace pour les pions qui contrôleraient du territoire. Donc si les noirs ne peuvent pas jouer ni E5, ni la prise en C4, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer quelques coups de pièce, mais ça sera des coups un peu décoordonnés, des coups un peu à gauche, à droite, sans vraiment but, sans vraiment objectif. Alors que Kasparov, son objectif, c'est le suivant. C'est lorsqu'il aura décidé, lorsqu'il trouvera que le moment sera le bon, il poussera en C5. Et vous allez me dire à quoi ça sert de pousser en C5? Si on pousse en C5, les blancs auront sur le flanc gauche de l'échiquier, à l'aile dame, une majorité de pions. A2, B2, C5. 3 pions contre 2. Et donc on pourra jouer A3, puis B4, puis B5, repousser le cavalier, puis A4, puis A5, avoir les 3 pions ici par exemple. On gagne de l'espace à l'aile dame, on a 3 pions. Et ces 3 pions risquent à un moment donné de rentrer en conflit contre les 2 pions noirs et créer un pion passé. Donc il y a une menace d'évolution avec cette majorité que l'on peut déployer comme un éventail qu'on déploierait. Ces 3 pions contre ces 2, on a une possibilité d'évolution. Ce que n'ont pas les noirs dans la position. Alors je vous ai dit, Kasparov, il n'est pas pressé. Il va faire petit roc. Les noirs jouent cavalier H5. Vous voyez, l'ordinateur ne sait pas trop quoi faire. Alors il vient en H5, pourquoi? Il veut venir en F4 attaquer le fou? Pas un problème pour Kasparov qui met sa tour sur la colonne E. Les tours blanches sont placées sur les colonnes où il y a le plus d'espace. D'ailleurs, on le voit par rapport aux tours noirs. On voit que les blancs ont déjà plus d'espace dans la position. Le cavalier arrive en F4, attaque le fou. Kasparov le replie en B1. Fou D6 est joué. Kasparov joue G3, repousse le cavalier. Là, c'est intéressant. Vous savez, Nimzowitsch, c'est un ancien joueur d'échecs, il avait dit, dans une position, il fallait restreindre, phase 1, bloquer, phase 2, détruire, phase 3. Restreindre, bloquer, détruire. Et là, on est dans la phase 1 de cette partie de Kasparov, où il va restreindre la position adverse. Il va méthodiquement repousser les pièces noires, les priver de cases, jusqu'à ce temps que les noirs n'aient pratiquement plus d'espace pour bouger. Et après, il va tout fixer, tout bloquer et détruire. Donc G3 repousse le cavalier, cavalier G6. Le cavalier blanc maintenant vient en E5. Kasparov s'implante sur l'avant-poste en E5. Il n'a pas peur des prises, hein, parce que le pion défend, même si les noirs pourraient prendre 3 fois, les blancs défendent 3 fois, avec le fou, le pion et la tour. Bon, bah... Deep Blue ne veut pas prendre, il ne veut pas que le pion D4 se retrouve en E5 et qu'il y ait à nouveau un gain d'espace. Alors, Deep Blue, qu'est-ce qu'il joue? Il joue tour C8, il met sa tour sur cette colonne qui peut s'ouvrir aussi, même si, on l'a dit, Kasparov, son idée, c'est pas vraiment de prendre, c'est plutôt de pousser au bon moment. Et là, Kasparov, il va jouer un coup très difficile à expliquer, qui m'a donné du souci pour le comprendre, pour le décrypter et pour vous livrer la vérité stratégique. Kasparov, il va faire cavalier prend fou D7. Et ça, c'est le genre de coup que pratiquement personne ferait. Et Kasparov n'est pas une personne lambda. C'est un des plus grands champions d'échecs de toute l'histoire. Le plus grand, d'ailleurs, disait Magnus Carlsen il y a quelques semaines. Cavalier prend fou. Pourtant, le cavalier est bien implanté au centre, il est bien protégé, et il va s'échanger contre le fou de case noire qui joue pas. Pourquoi faire cela? On va comprendre. Kasparov, il prend. Dame prend. Et quelle est son idée? Son idée, c'est qu'il a pris le fou de case blanche de l'adversaire en ne lui lançant que le fou de case noire. Mais il a la volonté de tout murer sur les cases noires. Il a la volonté de jouer C5 par la suite, de repousser le fou, et sa structure de pion sera, après A3, B4, C5, sera entièrement positionnée sur case noire pour ne pas laisser le fou s'exprimer. Alors évidemment, si Kasparov met tous ses pions sur case noire, il a intérêt à avoir le fou de case blanche pour apporter la complémentarité dans le contrôle des couleurs. Et ça tombe bien parce qu'il vient de supprimer le fou de case blanche de l'adversaire. Donc Kasparov aura une suprématie sur les cases blanches. Le fou de case blanche s'occupera de la défense des cases blanches, donc, et les pions s'occuperont d'étouffer l'adversaire sur les cases noires. Incroyable conception. Un des coups les plus incroyables que j'ai vu. Cavalier prend fou. Parce que cavalier prend fou, c'est pas un coup... de manière tactique éblouissant. Il n'y a pas de combinaison. On voit des coups tactiquement incroyables avec des sacrifices de dames, des choses comme ça. Non, là, c'est pas du tout éclatant comme coup. Mais positionnellement, stratégiquement, c'est très fin et très difficile à comprendre.
Donc, cavalier prend. Mais vous allez le comprendre pour la suite de la partie. Vous allez voir comme quoi c'était une bonne idée. Dame reprend. Le cavalier vient en F3. Le fou vient en B4 attaquer la tour. Kasparov la met sur la troisième rangée en E3. Tour FD8. H4, toujours dans cette volonté de restreindre. Il a compris, Kasparov, que le cavalier G6 n'avait pas beaucoup de cases. Il ne peut pas aller en E5, il ne peut pas aller en F4, et donc il menace H5 de repousser ce cavalier. Alors, le cavalier a été en E7, donc il a devancé le futur coup H5, et le cavalier se propose de revenir en F5 d'ailleurs, pour attaquer la tour, mettre une pression sur le pion, mettre des pressions sur les différents pions. Mais Kasparov continue à repousser, il continue à restreindre le jeu. A3, le fou est attaqué, fou A5, B4, on repousse. Le fou vient en C7, C5, la chape de plomb sur les cases noires. Regardez cette structure de pion, ce que je vous disais, qui est complètement sur les cases noires et qui mure le fou de case noire. Quant au fou de case blanche, tapis dans l'ombre, il ne manquera pas de s'illustrer dans la partie. Donc on est toujours dans la phase 1 de restriction de l'espace adverse. Tour E8, Dame D3, donc là on menace Dame prend H7 échec, la batterie d'attaque fou Dame, et sur Roi F8, Dame H8 mat. Donc les noirs jouent G6. Hein. Le fou... Non, c'est pas le fou, c'est la tour qui vient en E2. Pourquoi la tour vient en E2? Certainement que Kasparov anticipe le fait que cavalier F5 va être joué et qu'il va attaquer la tour. D'ailleurs, cavalier F5 est joué, vous voyez, donc il l'a anticipé. Et là, fou C3. Qu'est-ce que c'est bien joué? Vous allez me dire, fou C3, ça sert à rien qu'ils soient en B2, en C3. Si, ça sert à beaucoup de choses. C'est un coup multifonction. Déjà, on va se préparer à jouer B5 pour repousser le cavalier. Et le fou contrôlera la case A5. Ensuite, le fou, en C3, il pourrait très bien passer en D2 pour se placer en G5, et si le cavalier n'est plus en F5, même se placer en H6, et essayer d'exploiter les diagonales ouvertes, les cases noires affaiblies de l'aile roi. Enfin, le fait de mettre le fou en C3 libère la deuxième rangée, permettrait par exemple à la tour 2 de venir en B2 soutenir l'évolution de la majorité de pions à l'aile dame. Alors les noirs vont jouer H5, l'ordinateur, Deep Blue, il stabilise la position, la structure de pion à l'aile roi, et ça y est, B5 arrive, repousse le cavalier. Vous allez me dire, non, le cavalier n'est pas obligé d'être repoussé, il peut venir en A5, parce qu'après tout, si on prend, le fou reprendrait. Mais là, je pense que Kasparov ne prendrait pas ce cavalier. Il jouerait plutôt fou A2, pour priver des cases le cavalier. Hein. S'il vient en B3, il se fait prendre. En C4, il y aurait fou prend, pion prend, dame prend, et ça perdrait un pion pour les noirs. Et le cavalier n'est pas très bien placé au bord de l'échiquier s'il n'est pas capable de rebondir, de se recycler. Il y a même des menaces de jouer dame D2 pour le gagner ensuite. Donc ici, Deep Blue, il décide de reculer en E7. Fou D2 pour passer le fou, on le verra plus tard, pour qu'il puisse passer à l'aile roi. Peut-être en G5, peut-être en H6 quand il n'y aura plus le cavalier, on verra. Roi G7, A4, tour A8, A5, on voit cette majorité de pions de 3 contre 2, que vous voyez, qui continue à évoluer et qui continue à prendre de l'espace. Vous allez me dire pourquoi les noirs avaient joué tour A8. C'est difficile pour les noirs de trouver des idées, mais le tour A8, c'était pour jouer A6. Ils jouent A6. Parce que sans la tour A8, A6 n'aurait pas été possible, parce que les blancs auraient pu prendre, et en cas de prise, la dame aurait pu prendre. Or là, la tour, elle est là. Et pourquoi les noirs y jouent A6? Ils veulent provoquer la disparition, l'avance du pion B, pour redonner la case C6 au cavalier. Mais B6, Kasparov continue son évolution, son jeu de restriction, il attaque le fou, et là, l'ordinateur a deux choix. En B8 ou en D8? Quel choix feriez-vous? On va voir si vous allez faire le même choix de Deep Blue, ou si vous allez améliorer son choix. Il faut comprendre que la position est déjà compromise pour les noirs. Mais il y a un des deux retraits de fou qui va condamner les noirs, stratégiquement les condamner. Alors je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, vous avez réfléchi? Ici, Deep Blue, il recule en B8. Parce qu'il veut surveiller la case E5 pour que le cavalier ne vienne pas en E5. En réalité, il fallait venir en D8. Et accepter que le cavalier vienne en E5, repousser la dame, non mais c'est une très mauvaise position pour les noirs, c'est sûr. Mais le problème avec fou B8, c'est qu'il enferme complètement la tour. Et que le fou ne peut plus jouer, et la tour non plus. Ça condamne deux pièces à la totale passivité, ils ne pourront plus jouer dans la partie. C'est comme si Kasparov, il avait deux pièces de plus. Regardez comment le fou, il n'a aucune case, donc si le fou n'a aucune case, il est complètement emmuré par la structure de pion qui était la stratégie de Kasparov. Si le fou n'a plus aucune case, la tour ne peut pas jouer en fait. C'est pour ça qu'il fallait reculer en D8, même si ça permettait la venue du cavalier sur l'avant-poste. Bon, ok.
les deux retraits du fou donnaient de toute façon une position favorable aux blancs. Position gagnante, mais fou B8 va les condamner stratégiquement. Regardons la suite de la partie. Kasparov, il joue fou C2. Il joue fou C2, pourquoi? Parce qu'il sait que les noirs vont jouer cavalier C6, mais fou A4, le clouage. Alors là, les noirs jouent tour E7. Il y a trop de pièces derrière le cavalier, donc ils retirent la tour. Vous allez me dire pourquoi ils ne retirent pas la dame. Certainement que Deep Blue préfère retirer la tour que la dame, parce qu'il se dit que si Kasparov veut jouer cavalier E5, eh bien Deep Blue pourrait quand même faire cavalier prend cavalier. Même si ça perd la dame, parce que Deep Blue pourrait se venger sur la dame blanche. Voilà pourquoi je pense que Deep Blue a joué tour E7. Il commence à retirer la dame du vis-à-vis, la tour du vis-à-vis avec le fou, mais il laisse la dame en D7 parce qu'il se dit que sur cavalier E5, il aura cette idée de prise en E5 de son propre cavalier. Alors que fait Garry Kasparov? Il joue fou C3 ici. Et là, Deep Blue, il joue le coup cavalier E5. Il joue ce coup, il se dit que sur fou prend dame, il prendra la dame. Il avait cette idée-là, de toute façon. Kasparov, il veut pas que les dames s'échangent, donc il va reprendre du pion. C'est la dame qui prend le fou. Kasparov joue cavalier D4, cavalier prend. Et là, Kasparov reprend de la dame. Il accepte l'échange des dames. Échange des dames qui va être décliné par Deep Blue, qui va retourner en D7. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si elle échange des dames, dame prend, fou prend, les noirs sont condamnés. Ils ne peuvent pas jouer avec ces deux pièces. Donc c'est comme si on avait une finale avec 3 pièces contre une. On va finir par jouer C6, le pion va prendre, la tour va reprendre, et puis l'autre tour viendra s'associer, le fou va également se bonifier, on jouera F4 pour solidifier E5 pour que le fou puisse jamais jouer. Et en fait, les noirs ne peuvent pas résister dans une finale avec une seule tour contre 2 tours et un fou. Contre 3 pièces, c'est pas possible. Donc, dame D7. Il veut pas la finale, dit Blue. Mais en réalité, même le milieu de jeu, il est condamné. Parce que ces 2 pièces qui jouent pas, de toute manière, elles sont étouffées. Alors, fou D2 joué par Kasparov, le fou peut se replacer en G5, puis en F6 exploiter les cases noires affaiblies de l'aile roi, puisque tous les pions sont sur case blanche, hein, sur le centre et le flanc droit de l'échiquier, et en reculant le fou, il libère la tour pour pourquoi pas essayer d'appuyer la poussée C6. La tour vient en E8, le fou vient en G5, la tour vient en C8, fou F6 échec, roi H7, vous voyez que le fou s'est implanté dans la position, et Kasparov là, incroyable, il joue C6, il donne son pion, cadeau. Bon, évidemment, la dame ne peut pas prendre. Si Deep Blue prend de la tour, il y aura certainement un échange de tours. Et l'idée, c'est qu'après, par exemple, dame prend, ces 2 pièces ne peuvent jamais jouer. On peut peut-être jouer dame B4 pour rentrer en F8, pour essayer de se faufiler en G7 et de mater. Si la dame revient en E8 pour essayer de contrôler la case F8, bah, la tour se mettra sur la colonne C. Et toujours pareil, la dame est seule à livrer combat contre les 3 pièces blanches. Donc sur la poussée C6, Deep Blue, il veut pas que la colonne C s'ouvre et il va reprendre du pion. Et là, Kasparov joue dame C5. On est dans la phase 2 des opérations. La phase 1, c'était la restriction. On est dans le blocage complet de la position. Ici, les noirs ne peuvent plus vraiment jouer. La tour et la dame doivent défendre le pion C6 qui est attaqué 2 fois. La dame doit surveiller la case B7 parce que sinon il y aurait la poussée du pion B7 qui ferait la fourchette des 2 tours. La tour et le fou ne peuvent pas jouer, il n'y a rien qui joue. Il n'y a rien qui joue. Alors l'ordinateur joue roi H6. Tour B2 joué par Kasparov menace la poussée B7 avec la fourchette. Donc du coup dame B7 et on voit que tout est muselé. La dame ne peut pas bouger à cause de l'avance du pion, soutenu par la tour. La tour doit rester à la défense du pion C6. Le fou ne peut pas jouer, la tour ne peut pas jouer. Tout est bloqué ici. Tout est fixé dans la structure de pion des noirs. La seule chose que peut faire l'ordinateur, c'est de bouger son roi. Mais c'est à Kasparov de jouer. Kasparov, il joue tour B4. Parce qu'il prépare la phase 3, la destruction. Et là, Deep Blue, avec son opérateur, parce qu'il y avait un opérateur qui jouait les coups de Deep Blue, et puis il y avait aussi, je ne sais pas si c'était un maître ou un grand maître, qui avait la tâche d'accepter les nuls, ou de les refuser, s'il y avait des propositions de nuls de Kasparov, et qui avait aussi la tâche d'abandonner si la position était désespérée. Et là, l'opérateur de Deep Blue décide d'abandonner. Kasparov gagne. Alors pourquoi il décide d'abandonner? Parce que la phase de destruction maintenant va arriver. Les noirs sont totalement foutus. Comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent plus bouger. Toutes les pièces noires sont bloquées à l'aile dame. Kasparov prépare la destruction de l'aile roi par la poussée G4.
Par exemple, qu'est-ce que pourraient faire les noirs? Comme on l'a dit, ils peuvent quasiment rien jouer s'ils bougent leur roi. C'est la phase de destruction, G4. Par exemple, pion prend, tour prend. Imaginons que le roi bouge encore. H5. Le roi ne peut pas prendre, tour H4 mat, parce que le fou protège la tour. Donc, s'il prend pas, je sais pas, il peut prendre du pion. Mais dame 3 échec. Le roi la case H7. Tour G7 échec, il a que la case H8. Dame H6 mat. Et vous voyez comment ça contraste entre l'accumulation des pièces noires à l'aile dame qui pouvaient plus bouger, et l'arrivée de toutes les pièces blanches à l'aile roi sur l'autre aile. Vous voyez que la phase de destruction, elle est achevée très très vite, Deep Blue. Et donc Kasparov gagne ce match de 1996. Mais l'équipe d'IBM ne baisse pas les bras. Ils veulent leur victoire. Et ils proposent un match revanche en 1997, un an plus tard. Et cette fois-ci, Deep Blue est boosté. Il ne calcule plus 200 millions de coups à la seconde, 200 millions de positions à la seconde, mais maintenant, il en calcule 300 millions. Alors, le scénario du match est différent. Parce que je vous l'ai dit, dans le match de 96, Kasparov commence à perdre une première partie, puis à gagner et à finir par s'imposer. Dans le match de 1997, c'est différent parce que Kasparov va commencer par gagner une première partie. Puis l'ordinateur va égaliser. Quelques matchs nuls, et on va arriver à la 6e partie du match. Comme pour 1996, la 6e partie du match va être décisive. Mais cette fois-ci, le résultat ne sera pas le même. On regarde. Donc Kasparov a les noirs dans cette partie, et Deep Blue commence par E4. Alors Kasparov joue C6, la Caro-Can, qui est une défense assez positionnelle, assez solide. Normalement. Deep Blue joue D4, il prend le centre. D5. Bon, en cas de prise, on reprend. En cas de poussée, on sort le fou avant de jouer E6. On connaît tout ça, normalement. Si vous êtes des adeptes de ma chaîne YouTube, vous connaissez un peu les variantes de la défense Caro-Can. Alors, les blancs ne choisissent pas ni la variante d'échange, ni la variante d'avance. Ils jouent cavalier C3, la variante classique, ils protègent leur pion. Kasparov prend, le cavalier reprend. Et ici, on a plusieurs coups candidats. Beaucoup sortent le fou en F5 pour attaquer le cavalier. Sur quoi le cavalier vient en G3 et contre-attaque sur le fou. Kasparov ne va pas choisir cette variante. Il y en a qui jouent cavalier F6, mais sur cavalier prend, les noirs sont obligés de reprendre d'un pion, ce qui abîme leur structure de pion, en créant des pions doublés. Alors Kasparov choisit une 3e voie. Il va jouer cavalier D7, avec l'idée de jouer ensuite cavalier F6, et en cas de prise, il redéploie l'autre cavalier, reprend du cavalier. Que fait l'ordinateur? Il va jouer cavalier G5. Attention, cavalier G5 taquine le pion en F7, vous savez que c'est un pion un peu faible. Et cavalier G5 peut avoir la menace de venir en E6. Par exemple, si on veut repousser tout de suite le cavalier par H6, les blancs pourraient jouer cavalier E6. C'est amusant, ça attaque la dame et les noirs ne doivent surtout pas prendre à cause de dame H5, échec et mat. Alors sur cavalier E6, on pourrait se dire la dame vient faire échec, mais il y aurait fou D2 qui attaque la dame. Donc du coup, on ne pourrait toujours pas prendre le cavalier, vous voyez. Donc la poussée H6 ne marche pas bien pour les noirs. On ne peut pas repousser ce cavalier. Donc Kasparov, il joue cavalier G6, cavalier G, F6, mais du coup, le cavalier D7 reste là en emmurant le fou. Et Deep Blue, on profite, lui, pour déployer son fou. Fou D3. E6 est joué, cavalier F3. Et maintenant, Kasparov. Il joue H6. C'est pas un bon coup pour les noirs. Sauf que Kasparov, il fait un pari ici. Il se dit que l'ordinateur va revenir en E4. Sur quoi il pourra prendre, fou prend, et peut-être redéployer le cavalier en F6. Vous voyez, quelque chose comme ça. Sauf que l'ordinateur ne sait pas ce qu'il va faire. Deep Blue va faire cavalier prend E6. Alors c'est un coup très intéressant, c'est même un coup gagnant. Mais Kasparov, il le savait que cavalier prend E6 était dangereux, mais il ne pensait pas du tout que l'ordinateur allait le faire. Parce que les ordinateurs de l'époque étaient très matérialistes. Les ordinateurs de l'époque, ils aimaient bien le matériel, ils aimaient bien gagner des pièces, et donc ils n'aimaient pas en perdre, et ne comprenaient pas ou pas bien les compensations positionnelles liées à des sacrifices de pièces. Or là, le coup cavalier prend E6, l'ordinateur va sacrifier du matériel, ce qu'ils n'aiment pas d'habitude les ordinateurs, sauf s'il y avait une récupération très vite du matériel ou un mat très rapide, ce qui n'est pas le cas tout de suite. Et donc, ce sacrifice-là va donner une très bonne position blanc, mais une position positionnelle, comme si c'était un joueur humain qui jouait ce coup, comme si c'était un grand maître avec les blancs qui jouait ce coup et qui comprenait l'essence de la position, qui n'était pas que dans le simple calcul, mais dans la compréhension. Et ça, Kasparov, quand il voit cavalier prend E6 jouer, il va rager après, parce qu'il va penser
que c'est pas l'ordinateur qui a trouvé ce coup, qu'il y a eu une intervention humaine, qu'un grand maître a suggéré à l'ordinateur ou a imposé ce coup cavalier prend 6, qui a forcé ce coup de l'ordinateur. C'est un très bon coup, mais un coup humain. Alors, Kasparov, il reprend pas tout de suite, il va y avoir fou G6 échec, il joue d'abord dame 7, il cloue le cavalier, donc petit roc, et maintenant il reprend. Et fou G6 échec. Le roi vient en D8, et fou F4. Et on voit que les fous contrôlent les cases. Vous voyez, c'est ce qu'avaient du mal à comprendre les ordinateurs de l'époque. Et pourtant, là, Deep Blue le comprend parfaitement. C'est que les blancs, ils ont un cavalier de moins pour un simple pion. Donc matériellement, c'est pas bon pour les blancs. Mais il y a une trop grosse compensation positionnelle, parce que les blancs dominent l'échiquier, ils privent les noirs de cases, ils gênent le développement des noirs. Certes, les blancs ne sont pas en mesure de récupérer tout de suite leurs pièces ou de mater le roi noir, mais ils cadenassent, ils musellent, ils contrarient les noirs dans leur développement. Alors, qu'est-ce que joue Kasparov? Il joue B5, il veut donner la case B7 à son fou, peut-être bouger avec son roi, on va voir. Les blancs jouent A4, ils veulent démolir B5, ouvrir la colonne A, ouvrir l'aile roi, parce qu'ils comprennent que le roi noir de Kasparov n'a pas d'abri sûr, qu'il va essayer de se cacher à l'aile roi, parce qu'il ne peut pas aller de l'autre côté, de toute façon. Kasparov joue fou B7, tour E1 sur la colonne, cavalier D5 attaque le fou qui recule en G3, le roi se décale en C8, prise en B5, l'ordinateur joue dame D3, attaque le pion B5, c'est un cauchemar pour Kasparov, parce que même s'il a une pièce en plus, toutes les pièces blanches jouent. On a les tours sur les colonnes semi-ouvertes, les tours qui sont en liaison, la dame en jeu, les deux fous en jeu, le cavalier qui demande qu'à s'activer, les tours noirs ne jouent pas, le fou F8 ne joue pas, le roi C8 n'a pas d'abri sûr, il est dans une position précaire. Ok, les noirs ils ont une pièce de plus, mais ils ont tous les problèmes. Fou C6 est joué pour défendre B5, fou F5. L'ordinateur se dit qu'en cas de prise du fou, il gagne la dame. Et là, Kasparov, il se rend compte qu'il n'est pas capable de protéger E6. E6 va tomber. Et si E6 tombe, la position s'ouvre. Et comme les noirs ont 3 pièces qui ne jouent pas et le roi qui n'a pas d'abri, ça va se retourner contre lui. Alors Kasparov, il se dit, après tout, les blancs, pour obtenir cette position, ils ont perdu un cavalier. Alors Kasparov, il se dit, ils ont perdu un cavalier, je leur prends un fou. Et l'ordinateur pourra prendre la dame, mais on pourra prendre une tour. Et donc Kasparov va initier le sacrifice de la dame contre fou, cavalier et tour, contre 3 pièces. Matériellement, c'est intéressant. Puis on prend. Tour prend, fou prend. Et d'un point de vue comptable, matériellement, c'est intéressant. Sauf que la présence de la dame va être décisif ici parce que les noirs ont un problème. C'est que leur matériel n'est pas en action. Les 2 tours, ça pourrait être intéressant si elles étaient par exemple doublées sur la colonne, mais elles ne le sont pas. Les tours ne jouent pas. Et le roi n'a pas d'abri. Donc, même si les noirs ont 3 pièces pour la dame, ils ne peuvent pas résister dans cette position avec des pièces qui ne jouent pas et un roi qui n'a pas d'abri. Alors que le roi blanc, il a un très bon abri. Et là, Kasparov, il s'attendait peut-être à dame prend pion, que l'ordinateur récupère un pion. Et peut-être qu'il avait prévu roi B7 pour mettre les tours en liaison et essayer comme ça de pouvoir achever son développement et que ses pièces puissent combattre. Sauf que l'ordinateur, c'est pas ce qu'il joue. Il joue quoi ici? Il joue un coup, l'ordinateur, ça va provoquer l'abandon de Kasparov. Je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher. Alors, vous l'avez? L'ordinateur joue C4. Abandon de Kasparov. Ça attaque le pion, ça attaque le cavalier, ça menace d'ouvrir la position pour la tour pour attaquer le roi. Alors, si Kasparov prend, la dame reprend, attaque le fou qui est cloué, on ne peut pas jouer roi B7 pour défendre. Dame à 6 mat. Avec la tour qui protège la dame qui attaque, le fou qui... Vous voyez, le roi se fait cisailler par le fou sur la diagonale noire et la dame sur la diagonale blanche. Donc du coup, comment protéger le fou? Si on joue cavalier B8 pour le protéger, il y a fou prend cavalier, puis après les blancs se gaveront du fou C6. La seule manière de résister un peu, c'est de jouer cavalier B4 avec le cavalier qui protège le fou. On pourrait se dire les blancs peuvent jouer D5, parce que le fou ne peut pas prendre, et si le cavalier prend, on gagnerait le fou. Mais les noirs peuvent jouer cavalier B6, attaquer la dame, et ensuite prendre le pion D5. Alors là, certainement que le meilleur coup pour les blancs, c'est de jouer tour E1. Pourquoi? Parce que c'est le fou qui protège le cavalier. Donc en jouant tour E1, on attaque le fou, et on se prépare à le détruire pour ensuite prendre le cavalier. Et dans cette position, les noirs n'arrivent pas à résister, parce que le fou contrôle les cases, le cavalier pourra venir, il y aura peut-être des poussées D5 à un moment donné,
Le fou est cloué, le roi derrière, lequel il peut pas bouger, il faut défendre le fou. Il y a la menace tour prend fou ici. Donc, vous avez compris, il y a trop de problèmes. Et donc Kasparov abandonne dans cette partie, que c'est une miniature. On a fait une vingtaine de coups. Kasparov se fait miniaturiser et perd ce match. Il perd ce match de 1997. Il n'est pas content. Il veut avoir les fichiers des coups réfléchis, des calculs de l'ordinateur, pour essayer de comprendre d'ailleurs s'il y a eu intervention humaine ou pas. Il veut voir ce que l'ordinateur a calculé. IBM va lui montrer que les calculs de l'ordinateur de la 5e partie du match, qui avait fini par match nul et qui n'intéressait pas vraiment Kasparov. Il préférait les calculs par exemple de cette partie ou même d'une autre partie où il avait déjà eu des soupçons d'une intervention humaine. Donc il veut ces fichiers de calcul, il les a pas. Et IBM va s'empresser de démanteler Deep Blue en refusant tout autre match. Parce que Kasparov, il voulait encore un 3e match. Il avait gagné le 1er match, il a perdu le 2e match, il voulait un 3e match. Donc on ne sait pas s'il y a eu intervention humaine, s'il y a eu triche ou pas de l'équipe d'IBM, mais en tout cas, l'attitude d'IBM de ne pas donner les fichiers, de démanteler l'ordinateur très vite, de ne pas accepter un 3e match, nourrit la polémique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-moi ce que vous avez déjà apprécié ces deux parties. La stratégie anti-ordinateur lors du 1er match de Kasparov avec sa belle victoire positionnelle. Cette partie où il fait un pari trop risqué, il pense que l'ordinateur ne va pas sacrifier, alors que l'ordinateur sacrifie, il se fait retourner quand même en une vingtaine de coups. Qu'est-ce que vous en pensez de ces parties? Est-ce qu'il y a eu triche ou non de l'équipe d'IBM? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Et puis vous pouvez me laisser des pouces, bien sûr, des commentaires, partager la vidéo, bref, aider la chaîne. Au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier.